Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Russie, l'Empire contre-attaque. On en parle avec notre invité, l'historien russe Andreï Gratchev, spécialiste des relations internationales, ancien porte-parole surtout de Mikhaïl Gorbatchev quand il était président. Dans son nouvel essai « Le jour où l'URSS a disparu », publié aux éditions de l'Observatoire, il analyse rétrospectivement les causes de la chute du régime et, selon ses propres mots, l'échec spectaculaire de l'épopée soviétique. C'était il y a 30 ans. À présent, comment reconstruire sur ses ruines? La Russie s'est-elle débarrassée de ses fantômes? On en parle avec vous, Andreï Gratchev, bonjour. Bonjour. Je suis assis en face du président dans son bureau du Kremlin. Il est 17h, dans 2 heures exactement, Gorbatchev va quitter son prestigieux bureau pour gagner un studio de télévision aménagé à côté, où il prononcera en direct sa déclaration de démission. Quand il en reviendra, il ne sera plus que l'ex-président d'un État qui aura cessé d'exister. Chers compatriotes et concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Je reste fidèle à mes principes, ceux qui m'ont inspiré dans la défense de l'idée d'une nouvelle union. J'ai fermement défendu l'autonomie, l'indépendance des peuples, la souveraineté des républiques. Mais je défendais aussi la préservation d'un État de l'Union, l'intégrité du pays. Les événements ont pris une tournure différente. La ligne du démembrement du pays et de la dislocation de l'État a gagné, ce que je ne peux pas accepter. Le processus de renouvellement du pays et de changements radicaux dans la communauté mondiale s'est avéré beaucoup plus ardu qu'on aurait pu le supposer. Il y a des jours qu'on n'oublie pas, Andreï Gratchev, et notamment et surtout celui-ci peut-être pour vous, ce fameux 25 décembre 1991. Andreï Gratchev, vous êtes le témoin direct de la chute de l'URSS. L'histoire est en train de s'écrire là, sous vos yeux. Est-ce que vous avez ressenti son poids, ce poids de l'histoire? Est-ce que vous avez tout de suite pris conscience, quand vous êtes à ce moment-là dans le bureau du Kremlin, aux côtés de Gorbatchev, de ce qui était en train de se jouer, de se passer? Oui, écoutez, c'était pour moi, bien sûr, un jour rempli d'émotions, bon, des réflexions aussi. En quelque sorte, je me sentais, bien sûr, participant, mais témoin, je dirais, d'un double fin, d'une fin d'une histoire de presque 70 ans, d'une histoire qui a été initiée, qui a été lancée par la révolution bolchevique en 1917, un événement qui a secoué le monde, qui a transformé la Russie et qui a bien sûr, à l'époque, représentait ou reflétait une sorte de l'ambition extraordinaire des auteurs de ce projet qui s'était avéré utopique, mais qui était en même temps un projet de promesse. Une promesse pour le pays, une sorte et peut-être une porte suggérée par les bolcheviks dirigés par Lénine à l'époque de la première crise mondiale, qui était la première guerre, la Grande Guerre. Et donc la porte de sortie proposée par la Révolution promettait un avenir incertain, meilleur probablement, mais en même temps très incertain. Au bout de 70 ans, on assistait à
à la fin de cette histoire, à la conclusion de ce que le projet bolchevique s'était avéré non seulement utopique, mais répressif, écrasant largement le corps et les forces vives d'un pays, même si ce projet, cette tentative bolchevique de construire un monde alternatif, a transformé le pays et en partie le monde. Vous racontez un Gorbatchev qui, ce 25 décembre 1991, était convaincu par ce qu'il allait faire. Hein. Vous n'avez pas essayé de l'en dissuader? Non, parce que c'était on peut inéluctable. dire que c'était sa décision était logique. Je vous ai dit, j'ai assisté à une fin d'une histoire, mais c'était aussi la fin du projet gorbatchevien. Parce que tout comme le projet communiste en Russie, la version russe, je dirais, de ce projet sont arrivés dans l'impasse. Pour ce qui concerne le projet gorbatchevien, la perestroïka, lancée 6 ans plus tôt, c'était à la fois une tentative de sauver l'État en le transformant, en l'adaptant à une nouvelle réalité. Une réalité qui était différente à la fois dans la Russie elle-même, qui représentait déjà une société différente par rapport à ce qu'il était il y a 70 ans, mais aussi par rapport au monde et la réalité du monde. Cette tentative de Gorbatchev, lancée en 1985 avec son élection, une tentative de moderniser, de démocratiser cet État, de trouver ce que j'appelle dans mon bouquin une sorte de variante russe de l'eurocommunisme, une sorte de communisme light, comme on dirait maintenant, qui ne dépendrait pas autant que le projet initial des bolcheviks sur la répression, sur la coercition et sur l'histoire de la Russie. Et donc, de ce point de vue, l'ambition de Gorbatchev, elle aussi, était impressionnante. Mais au bout de 6 ans, il a dû constater que peut-être transformer le monde, il a pu le réussir mieux que transformer la Russie. Belle formule, je m'en étouffe. L'Union soviétique, en tant qu'État, s'apprêtait à fêter ses 69 ans, vous le rappelez, le 30 décembre 91. Qu'est-ce qui a précipité sa chute? Vous vous posez la question, Andrei Gratchev. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que la deuxième superpuissance mondiale, le pays qui a vaincu le nazisme et exercé une énorme influence sur le XXe siècle, ait pu aussi brusquement disparaître de la scène internationale? C'est intéressant parce que vous parlez de mort naturelle, vous parlez de mort subite, vous dites qu'il s'agit là d'un objet historique non identifié. Et c'est une histoire qui avait plutôt bien commencé, diraient certains, 70 ans auparavant, et qui se termine mal. Vous parlez d'un gigantesque échec politique. Dans les colonnes des plus, Gorbatchev peut cocher quand même un certain nombre de cases. Vous les avez évoquées et se montrer fier de son bilan. C'est ce qu'il fait, ce fameux 25 décembre 91. La société a néanmoins obtenu la liberté, elle s'est affranchie politiquement et spirituellement, notamment le système totalitaire qui a privé le pays de la possibilité qu'il aurait eu depuis longtemps de devenir heureux et prospère a été liquidé. Une percée a été effectuée sur la voie des transformations démocratiques. Les droits de l'homme sont reconnus comme le principe suprême. La marche vers une économie multiforme a commencé. Voilà, il dit quand même tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est joué aussi durant ces 6 années où il a été au pouvoir. Est-ce qu'aux yeux du monde, alors la perestroïka, c'est lui, mais dans l'histoire russe, qu'est-ce que la Russie va retenir de lui, a retenu de lui? Bon, question difficile. Question que devrait normalement se reposer des générations successives des Russes.
Vous voyez, par exemple, les Russes actuels, dont un bon nombre des ex-soviétiques, jugent Gorbatchev par rapport à ce qu'était la réalité dans laquelle ils ont vécu. Ils n'ont pas connu une autre. Et donc Gorbatchev a d'un coup ouvert les portes de ce monde clos, on peut dire de ce cage dans lequel était enfermé par la logique du régime tout un pays, un énorme pays, la société. Et cette rencontre avec la réalité du monde extérieur s'était avérée pénible, douloureuse et pour beaucoup injustifiée. De toute façon, exigeant de payer un prix beaucoup plus lourd et inattendu par rapport à ce qu'ils avaient espéré et à ce que la perestroïka, comme ils croyaient, promettait. Une rencontre, une réunion heureuse, presque bien l'entrée dans la mondialisation heureuse pour un pays qui a été obligé, au bout de 70 ans d'efforts, d'avouer de ce que son ambition de la construction de monde à part, de monde différent, eh bien, c'est soldé par un échec. Mais un échec peut-être aussi créateur. Un échec qui, et là je reviens au début de ma réponse, qui pour les nouvelles générations ouvre une chance d'entraîner leur pays, la Russie, dans un monde difficile, brutal, mais réel. Et donc, cette rencontre avec la réalité, avec tout le potentiel extrêmement riche de ce pays, historique, culturel et autres, cette rencontre est, à mon avis, aussi annonciateur des éventuelles et des prochaines découvertes et probablement des succès. Mais c'est intéressant parce que vous racontez qu'en 91, Andreï Gratchev, nombreux sont ceux qui fanfaronnent et qui se disent être les vainqueurs de l'URSS. Hein. C'est Reagan pour les Américains, Solidarnosc de l'autre côté qui aussi se réapproprie une partie de cet effondrement, en tout cas de ce succès. Ça peut être des combattants afghans pour avoir résisté aussi au pays. Mais personne ne dit à voix haute que c'est aussi un choix que Gorbatchev fait à ce moment-là, que c'est aussi la Russie ou l'Union soviétique qui a choisi son propre destin, hein, ce jour de 1991. Oui, précisément parce que, après tout, c'était un choix conscient, un choix voulu de Gorbatchev, de faire sortir ce pays de l'impasse historique, de l'impasse, on peut dire, civilisationnaire. Mais donc, comme évidemment, il s'est agi pour plusieurs générations des soviétiques de vivre dans cette bulle, dans ce monde clos, dans l'espoir de la construction et de l'aboutissement d'un projet utopique, eh bien, 70 ans après tout, c'est un âge assez respectable avec lequel on peut mesurer l'espérance de vie d'un projet utopique. La Russie, d'ailleurs, il faut bien le constater, a pu profiter des décades, des années de cet essor remarquable que lui a communiqué cette promesse initiale de projet de la Révolution. Mais à un certain âge, eh bien,
il fallait, comme l'a fait Gorbatchev, bon, je dirais appliquer des soins palliatifs à ce projet et à cet État. Oui, d'autant que le cancer était quand même déjà là, hein. Il était en train la métastase se développait dans cette utopie des débuts. Gorbatchev, écrivez-vous, n'a-t-il pas assumé le rôle risqué d'un pompier pyromane porté à la tête d'un pays, ayant accumulé depuis des décennies, telle une immense poudrière, une énorme quantité de déchets inflammables, violence sans limite, condamnation de toutes les libertés, mépris pour la vie humaine, rancune inextinguible. Est-ce que vous pensez que le pari de Gorbatchev de sauver le soviétisme, de le rendre plus humain, était gagnable au fond, ou est-ce qu'il était perdu d'avance dans l'état où était déjà le pays quand il en a pris la direction? Pour répondre, il faut se souvenir de qui s'agit-il. Gorbatchev n'était pas un extraterrestre parachuté au sommet du bureau politique du parti et de l'État soviétique. Lui aussi était produit de ce système. Il était né soviétique. Et il a dû passer son temps, je dirais son chemin, tout en profitant des possibilités, des chances que lui accordait ce système, avant de découvrir de ce que, historiquement, il s'agissait d'un chemin qui allait nulle part. Parce que vers les années 80, qu'est-ce que c'était l'Union soviétique? C'était un projet politique et économique, archaïque, non compétitif sur la scène internationale. C'était, comme vous l'avez rappelé, aussi un immeuble rempli des placards avec des cadavres accumulés pendant les étapes précédentes du passé. Mais c'était aussi un empire héritier de l'Empire russe, élargi après 1945 pour aller jusqu'à l'Europe de l'Est et ensuite jusqu'à Cuba en Amérique latine et Afghanistan dans le sud de l'Union soviétique, mais aussi la superpuissance, la deuxième puissance mondiale, qualifiée en cet état déjà par son potentiel de la force nucléaire. Mais finalement, tout ce dinosaure historique, après tout, il s'est écroulé sous le poids de ses ambitions parce que, au bout de 70 ans, sa direction, et Gorbatchev, qui est venu découvrir l'héritage de cette histoire, a dû constater que les deux grandes ambitions de cet État, la réalisation de l'utopie communiste et le maintien de l'Union soviétique dans le statut de la deuxième superpuissance mondiale, pour leur réalisation, cet État et cette société n'avaient plus de munitions, de ressources, pour chacune d'elles, et encore moins pour les deux ensemble. Et donc, il fallait trouver une porte de sortie qui éviterait à cette opération l'implosion violente. Pourquoi pas une guerre civile à la façon de la Yougoslavie, un conflit intérieur, l'implosion de l'empire colonial. Et on connaît bien dans l'histoire que ce genre de processus, des événements, est bien souvent accompagné par des millions de victimes et des violences. De ce point de vue, à mon avis, Gorbatchev a bien réussi son métier de fossoyeur de ce projet, tout en permettant à son pays de maintenir les chances pour entrer dans un monde différent et prochain.
Les mots sont durs, hein, quand même, ceux que vous employez, Andreï Gratchev. Il a bien réussi son boulot de fossoyeur. Et qu'en reste-t-il après? C'est aussi la question qu'on se pose. Vous dites, Gorbatchev était quand même un produit de ce système. Il n'a pas été parachuté là, à la tête du Kremlin, en venant de nulle part. Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est aussi l'enfant de la même histoire? Est-ce qu'il est lui aussi un produit de ce système et surtout de cet empire, de cette Union soviétique qui s'est effondrée? Oui et non. Certainement, il est lui aussi, à son âge, bientôt 70 ans, héritier, produit de l'Union soviétique. Il est aussi l'héritier d'un des piliers qui constituait la carcasse de cet État, bon, le fameux KGB. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui a dû passer par l'école, pas seulement de KGB, mais par l'école de la perestroïka. J'y ajouterai une autre école aussi, qu'il a dû faire pendant les années de son exercice de pouvoir. C'est l'école de ses relations avec le monde extérieur, et notamment avec le monde occidental. Parce que, faut bien s'en souvenir, l'espoir et l'intention de Gorbatchev, c'était de pas seulement assurer à la Russie post-soviétique la rencontre avec le monde extérieur, mais l'entrée dans ce qu'il appelait la maison commune européenne. Il voulait profiter de la fin de la guerre froide, dont il était le grand initiateur, et qu'on lui doit, sans aucun doute. Il voulait profiter de cette rencontre pour que ce monde européen, avant tout, lui aide de continuer le travail de l'européanisation, de la démocratisation, de la modernisation de son pays. Là-dessus, Gorbatchev a échoué et Poutine a dû hériter un monde qui, paraît-il, pour ce qui concerne le monde occidental, a choisi de traiter la Russie post-soviétique plutôt comme un pays vaincu dans la Troisième Guerre mondiale. D'où les ressentiments, non seulement au niveau des élites dirigeantes de ce pays, mais au niveau de la société, qui se sentait d'une façon injuste traitée comme une sorte de paria dans ce monde, comme une sorte d'empire de mal condamné à être repoussé à la fois de l'histoire vers son passé impérial et soviétique. Mais alors justement, on dit que la Russie est un empire toujours en quête de grandeur. L'historienne Hélène Carrère-Dancos revient sur cette idée. On n'arrête pas de répéter qu'il rêve de reconstruire l'empire. Or, justement, je suis convaincu aussi qu'il sait que c'est fini et qu'il le sait intellectuellement. C'est un réaliste et de surcroît, il connaît assez l'histoire pour savoir comment s'est constitué l'empire. Il sait que ça a été fait de conquêtes successives, mais d'avancées territoriales successives, mais que ça ne peut pas marcher dans le monde contemporain. Enfin, ça, c'est tout à fait clair. Et ce qui compte pour lui, c'est la Russe, au sens véritablement historique du terme. Et de plus en plus. Et c'est là que je pense qu'il se cherche un rôle. Voilà, alors le « il », c'est Vladimir Poutine. Vous écrivez, vous, Andreï Gratchev, en 2005, Vladimir Poutine a déclaré devant les deux chambres du Parlement russe qu'il tenait la dissociation de l'Union soviétique pour la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Face aux multiples interrogations et commentaires qu'a provoqué ce soupir de nostalgie, il a tenu à préciser sa pensée en disant notamment « Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui voudrait la reconstruire n'a pas de tête. » Voilà pour sa position sur ce moment fondateur, cette année de 1991 où l'Union soviétique a disparu. Pour reprendre les mots d'Hélène Carrère-Dancos, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il rêve de reconstruire l'Empire ou de réparer la blessure? Au fond de cette histoire-là, qu'est-ce qu'il en fait? Bon, je ne suis plus le porte-parole des présidents comme
vous avez pu constater, et encore et surtout d'un président comme Poutine. J'ai l'impression que Poutine, d'ailleurs tout comme Gorbatchev, témoigne d'une certaine évolution. Lui aussi, en ses débuts, a commencé avec l'espoir de pouvoir associer la Russie en Europe et au monde peut-être occidental. Mais sur le chemin, il a dû découvrir un double phénomène. D'une part, je dirais un accueil pour le moins hésitant de la part de ce monde occidental, et d'autre part, elle a dû découvrir, étant restée bientôt 20 ans à la tête de cet État, la logique d'usure de pouvoir qui transforme les gens à la tête des pays à la tradition et à l'inertie historique comme la Russie. Et donc on découvre actuellement, au bout de ces années d'exercice de pouvoir, un Poutine qui, à mon avis, est beaucoup plus préoccupé par les possibilités, les moyens, les conditions du maintien de son système, de son régime en place. Donc, partisan du conservatisme, je dirais militant, peut-être agressif, mais aussi d'une recherche, ce qui est naturel pour n'importe quel dirigeant de la Russie, de la reconstruction du statut de ce pays comme d'un pôle d'influence reconnu dans le monde. Statut qu'il a certainement perdu avec la chute de l'Union soviétique et qui, à son avis, lui a été refusé par le monde occidental, qui a dû interpréter la disparition de l'URSS dans sa version communiste comme la disparition de la Russie de la scène internationale. D'où ce sentiment, cette recherche d'une revanche historique qui peut prendre des formes de la recherche, de la reconstruction de l'Empire, même si, évidemment, on ne vit plus le temps des empires, et il doit en être bien conscient. Et c'est pour ça, tel que vous l'évoquez, que face à un système quand même à bout de souffle régulièrement, fatigué, usé, comme vous l'évoquez, Andreï Gratchev, on entend l'actuel président donner régulièrement de la voix, montrer les muscles, comme on dit, dans des démonstrations de force pour s'imposer sur cette scène géopolitique. Quand j'étais petit, on avait l'habitude de dire, quand on se disputait pendant la récréation, c'est celui qui dit qu'il est. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'un dicton enfantin, il y a un sens psychologique profond. Nous travaillerons avec les États-Unis, mais seulement dans les domaines qui nous intéressent et à des conditions rentables pour nous. Et il faudra qu'ils l'acceptent. Qui va être le premier à attaquer la Russie? Nous faisons preuve d'une sorte de modestie et de timidité. Nous ne répondons pas à cette muflerie comme dans un conte de fées. Autour d'un tigre, il y a toutes sortes de singes qui agissent autour. Très prochainement, nous allons mettre en service les missiles Tsirkon. Tout le monde veut nous mordre ou nous arracher quelque chose. Mais ils doivent savoir, ceux qui tenteraient de faire cela, que nous leur casserons à tous les dents pour qu'ils ne puissent plus mordre. C'est évident. Et la clé est le développement de nos forces armées. Mais je tiens à souligner une fois de plus que nous n'allons pas nous engager dans la voie de la militarisation de notre économie. Voilà, là on entend vraiment un Vladimir Poutine
tout-terrain, attaquant sur différents domaines, se positionnant aussi. Vous avez montré, et vous le rappelez dans votre livre, Andreï Gratchev, qu'on est vraiment à la fin d'un processus de décomposition de l'URSS. C'est pas totalement terminé, si. Est-ce que vous voyez, vous, une issue, quelle direction le pays est en train de prendre, l'Empire, pour essayer de se reconstruire sur ces ruines toujours chaudes? Il faut constater, à mon avis, la Russie a hérité de son histoire et de sa géographie. Cette situation intermédiaire, médiane. Il s'agit d'un pays à cheval sur les deux continents, l'Europe et l'Asie. Mais ce n'est pas que la géographie, c'est aussi l'histoire, c'est aussi la culture, c'est aussi la psychologie, la mentalité. Et la fin inattendue, on peut dire violente, la cassure du projet gorbatchevien a laissé la Russie post-soviétique en quelque sorte au milieu du gué. Elle n'a pas pu réussir son projet de l'intégration dans la maison européenne, mais elle s'est arrêtée devant la chute dans, je dirais, ce qui serait fatal pour elle, une variante chinoise ou coréenne, c'est-à-dire le retour pur et simple vers un passé des siècles précédents. Elle s'est ouverte pour l'économie de marché, mais en même temps, eh bien, les élites actuelles préfèrent garder beaucoup les leviers de la manipulation de cette même économie à la façon soviétique. Pour ce qui concerne ses relations avec le monde extérieur, là aussi, cette même Russie de Poutine est dans un état intermédiaire entre une sorte de la nouvelle guerre froide et peut-être une paix chaude. Mais le choix n'appartient uniquement, à mon avis, à l'élite et encore moins aux seuls dirigeants de ce pays. Et là, c'est le grand mérite de Gorbatchev, parce que la société russe, qui avait goûté à autre chose, à une autre vie, à l'ouverture, à la liberté, à mon avis, va dire son mot, va jouer son rôle. Et donc, c'est de cette confrontation entre la société et le pouvoir que sortira l'avenir de ce pays. Voilà, la boucle est presque bouclée. L'effondrement a créé de nouvelles créatures, a engendré de nouvelles créatures, mais a aussi ouvert des espoirs. Et l'avenir, lui, en tout cas, est loin d'être encore déterminé. Merci beaucoup à vous, Andreï Gratchev, d'être venu autour de cette grande table des idées à l'occasion de la parution de votre livre-essai à l'Observatoire, le jour où l'URSS a disparu. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez et Hosanna Chauvin. Merci beaucoup pour la grande table culture à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc et Marie Fraboulet. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau avec Félix Delacour.